« 1960. Au cinéma, c'est encore la grande noirceur. La censure charcute les films qui, aux yeux du clergé, offensent la morale publique. Une lutte pour la liberté d'expression commence. Ici Anne-Marie Dussault, bienvenue à Tout le monde en parlait. Aller au cinéma se veut agréable, enrichissant. On choisit un film selon ses goûts, selon ses valeurs. Cela est rarement controversé. Mais dans les années 60, c'était une toute autre histoire. Un film, qui est aujourd'hui classé pour tous, passait très souvent au ciseau des censeurs. Une scène d'amour n'avait pas besoin d'être torride pour faire scandale. À Montréal, au numéro 701 de la rue Saint-Gabriel, siège le bureau de la censure. Et c'est là que tous les produits du cinéma mondial, les navets comme les chefs-d'œuvre, sont apportés pêle-mêle dans des boîtes métalliques toutes semblables. En 1960, les beaux jours de la censure sont comptés. Et remis à un technicien, dont le rôle, toute proportion gardée, pourrait être assimilé à celui d'un bourreau chargé d'exécuter le jugement des censeurs. Guidés par les indications, les censeurs règnent encore en maître sur la pellicule, armés d'une loi tatillonne datant des années 20. Amis du pouvoir et gardiens de la vertu, leur mission est de traquer toute entorse au code moral de l'Église catholique. Leur devoir est d'amputer les films coupables. Il faut dire que, dans l'opinion de l'Église, tout le cinéma est mauvais. C'est une école du soir tenue par le diable. Et puis, en 1936, l'encyclique Vigilanti Cura du pape Pie XI va dire « Le cinéma n'est pas nécessairement mauvais en soi ». Et il suggérait même que des catholiques se mettent à faire des bons films catholiques. Yves Levert est co-auteur du Dictionnaire de la censure au Québec. Tout jeune, il a goûté à cette médecine des films passés au ciseau. Un film qui s'appelle Ali Baba, fait par Jacques Becker, qui, avec Fernandel, qui avait été passé au bureau de censure, où on avait enlevé 1 minute 3/4, je ne sais pas quoi exactement. Mais quand il est passé au Collège de Gaspé, où j'étais étudiant, le prêtre qui s'occupait des visionnements n'avait pas eu l'occasion de le visionner avant la projection pour les élèves. Et au moment même de la projection, voyant venir une scène de harem qu'il jugeait peut-être dangereuse, il a tourné la lentille, donc tout devenait hors foyer. Puis après, hop, il l'a ramené. Comme vous êtes mouillé, Garance. Ce n'est rien, l'orage est fini. Je mettrai ma robe à la fenêtre. Elle séchera quand le soleil se lèvera. Formidable. C'est la scène, la seule, qui a amené les gens du bureau de la censure à déclarer que c'était un film pornographique. Mais un peu triste, peut-être. En 1947, André Lucier fréquente l'Université de Montréal. Il est secrétaire du comité de cinéma des étudiants. À l'occasion d'une fête en l'honneur de la France, l'ambassadeur obtient en primeur le film de Marcel Carné, Les Enfants du paradis, pour une projection devant 800 étudiants. Vous ne pouvez pas rester sans travailler. Pourquoi pas, après tout? Je pourrais montrer mes gens. Le recteur Monseigneur Moreau, il est mort, on dit non, il faut se méfier des étudiants. Ils ont toujours la tête mal tournée. Alors, ils ont réussi à faire en sorte qu'on soit soumis à la loi de la censure. Ils ont permis, le comité de la censure, que 2 représentants des étudiants assistent au visionnement avec les membres du bureau de la censure. J'étais un des 2. Un prêtre de l'université est également présent. À l'intermission, il se braque malgré le plaidoyer des étudiants. On s'est précipité vers lui. Nous, on était estomaqués, époustouflés devant la beauté du film. Il dit, dans la première partie, vous l'avez vu, il y a le commencement d'une liaison. Il dit, si dans la deuxième partie, ils ne sont pas sévèrement punis, le film ne peut pas passer. C'est là qu'on a failli perdre connaissance. C'était le début de ma prise de contact avec le phénomène
maladif, morbide de la censure. André Lussier est entre-temps devenu psychanalyste et professeur à l'Université de Montréal. Il constate l'intolérance qui s'empare des peuples ultra-religieux. Ce que l'Église nous demande, c'est d'abord de condamner les abus et de lutter contre le mal et l'erreur. Et on se le rappelait déjà en demandant que le cinéma ne soit plus une école de corruption, mais qu'il se transforme au contraire en un précieux instrument d'éducation et d'élévation de l'humanité. C'est rien comparé à ce que j'ai entendu pendant des années et des années. Mais déjà, là, ça fait froid dans le dos. Et quand il voit des films charcutés comme Les Sorcières de Salem ou La Jeanne d'Arc de Dreyer, il est scandalisé. Puis je pèse mes mots. La censure est au service des vœux de chasteté de toute la communauté religieuse. Il ne faut rien présenter qui puisse aiguiser les sens. Chez nos bons curés, il y en avait combien en 1950? Et ils avaient toute l'éducation entre les mains. Ils font payer les laïcs pour les difficultés que représente de vivre avec des vœux de chasteté. En 1960, au risque de perdre son emploi, son indignation lui inspire un texte qui ébranlera les colonnes du Temple. L'influente revue intellectuelle Cité libre, dirigée par Pierre-Éliott Trudeau et Gérard Pelletier, publie Les dessous de la censure d'André Lussier. La population était divisée en deux. Ceux qui étaient contre, c'est toute l'Église officielle, l'Église intégriste, tous les curés, sauf 1 sur 100. Puis de l'autre côté, les hommes de théâtre, de cinéma. C'était une étude sérieuse, académique, scientifique, sur la censure. Mais c'était surtout psychanalytique. Et quand on sait qu'il y a à peu près 10 % de ceux qui font des vœux de chasteté, qui ont assez d'équilibre psychologique pour le vivre sainement, bien, ce qu'on a, c'est le résultat d'une chasteté mal assumée. Et quand on renonce mal à la sexualité, on trouve des voies de substitution à la sexualité. C'est quoi? C'est le contrôle, c'est la domination, c'est à base de superstition, c'est à base de scrupules et c'est hypocrite. Montparnasse 19 raconte les amours libres du peintre Modigliani. À la fin des années 50, Pierre Junot estime que les obsessions de la censure frisent le ridicule. La censure ajoute une inscription sur la pellicule pour faire croire que le peintre et sa maîtresse se sont mariés. Un texte sur le mur qui dit « Ils unirent leur amour devant Dieu ». Ça sanctifiait le film. Avec des compagnons de ciné-club, Pierre Junot lance en 1960 le premier festival international du film de Montréal. Il arrache une dispense au bureau de censure pour présenter la version intégrale de Hiroshima, mon amour d'Alain Resnais, un film qui fait sensation en Europe. Se connaître à Hiroshima. C'était un film, bien sûr, où il y avait un amour illicite du point de vue de la censure à cette époque-là. C'était pas un film sensationnel. Les scènes qu'on voit sont des scènes très esthétiques, très pudiques. Et j'aurais pas voulu être obligé à leur place de défendre les coupures qu'ils voulaient faire. Et éventuellement, on a réussi. Et c'est ça qu'on voulait faire avec le festival, en fait. On voulait aussi secouer le milieu cinématographique de Montréal. C'est un succès immédiat et le distributeur s'empresse de présenter le film au grand public. Mais la censure a déjà fait ses ravages. 14 minutes sont retranchées. C'est qu'il faut protéger le bon peuple de scènes d'intimité comme celle-ci.
Pour protester contre les coupures imposées par les censeurs dans le célèbre film Hiroshima, mon amour, Des manifestants dénoncent la sclérose du bureau de censure où siègent un imprimeur, un dentiste, une ménagère, 2 journalistes et un fantaisiste, Gilles Pellerin, des gens de compétences discutables qui obtiennent souvent leur poste par favoritisme. Puis le plus drôle, c'est que j'ai jamais rien gagné. J'ai même pas gagné mes élections en 58. Je dis, rien gagné. Élu depuis peu, le gouvernement de Jean Lesage crée un comité chargé de réformer la censure du cinéma. Le premier ministre y dépêche son conseiller personnel en communication, Maurice Leroux, un ancien réalisateur de Radio-Canada. Moi, j'ai été de ceux qui, depuis les années 40, allaient à New York à peu près 2 ou 3 fois par année pour aller voir du cinéma pendant une fin de semaine. Pour sortir de cette situation-là, j'étais content de participer au comité. Le psychanalyste André Lucier, auteur du texte lapidaire contre la censure, participe au comité en compagnie du père Louis-Marie Régis, un éminent philosophe. Il ne fallait pas qu'un saint paraisse, n'est-ce pas? C'était des choses aussi singulières que ça, n'est-ce pas? Alors, on faisait la censure avec ciseaux. Très courageux. Il s'opposait à toute l'Église officielle. C'était une petite guerre civile à l'intérieur de l'Église. La moralité d'un film ne dépend pas, la plupart du temps, n'est-ce pas, des images. Elle dépend de l'esprit. Quand j'ai commencé, c'était encore le bureau de censure. Les ciseaux existaient encore, sauf que moi, j'avais décidé qu'on les utiliserait pas. Maurice Leroux va présider par intérim le bureau de la censure. C'est aussi lui qui va rédiger le fameux rapport Régis, dont la recommandation unanime est l'abolition des ciseaux et la mise en place d'un système de classification par tranche d'âge. Croyez-vous que les recommandations contenues dans ce mémoire donneront lieu à un bill à la présente session? Le document ayant été déposé à la Chambre au début de la semaine, je suppose qu'il fera l'objet de l'étude par le Conseil des ministres la semaine prochaine. Moi, ma peur, c'était les politiciens. C'était que Georges-Émile Lapalme ou Lesage disent « Ben non, arrêtez ça, là, on ne veut plus entendre parler de ça. C'est la législation la plus humaine! » Au moment de retourner auprès de Jean Lesage pour les élections de 1962, Maurice Leroux propose l'embauche d'un jeune homme talentueux, André Guérin, qui va piloter le bureau durant 25 ans. Ben, écoutez, disons que depuis quelques années, la population québécoise elle-même a demandé qu'il y ait certains changements à la censure. Et c'est avec André Guérin, qui connaît bien le cinéma. Il a travaillé à l'Office national du film, il connaît la diffusion, il a travaillé un peu dans la diplomatie. Et c'est avec lui que va s'opérer ce que j'appelle, moi, la révolution copernicienne de la censure. Au code moral, on va substituer le consensus social. André Guérin a beau être le directeur du bureau de censure, il sera le plus fervent défenseur de la liberté d'expression. Nous sommes ici en pays de démocratie parlementaire et que la censure culturelle nous est formellement interdite. Pour en savoir plus sur la censure ou encore pour revoir cette émission, consultez notre site radiocanada.ca/parler. Ça fait longtemps que le peuple, il voulait voir un film, puis il était pas capable d'avoir au complet, parce que c'était coupé, puis il y a quand même de l'art là-dedans, puis il y en a qui savent apprécier ça. Un film ne peut pas être trop posé pour vous, mademoiselle? Ben, je crois pas, non. 5 ans ont passé depuis le rapport Régis recommandant l'abolition de la censure. L'Union nationale est au pouvoir et le ministre Yves Gabias prend en grippe André Guérin, le président du bureau de censure. Mais j'ai dit et je déclare à nouveau que le bureau de censure n'a pas fait son devoir. C'est tout. Je dirais, M. Gabias, dis donc, M. Gabias, hop là, ralentissez un petit peu. L'opinion de M. Gabias, c'est tout simplement un recul. Ça me semble être le retour à la grande noirceur. Finalement, c'est sous l'Union nationale que la loi va passer. Et la loi, elle avait été écrite par des libéraux. D'où certaines réactions du ministre Gabias de l'Union nationale qui n'aimait pas la loi puis qui était obligé de la défendre parce que Daniel Johnson, son premier ministre, lui disait « Tu vas faire ça ».
Le bureau de censure devient bureau de surveillance et classe les films par catégorie d'âge. Ça n'empêche pas les autorités politiques, religieuses et policières de jouer au chien de garde. Dûment approuvé par le bureau de surveillance, I, a Woman tient l'affiche en anglais 3 mois à Montréal, mais le jour de sa sortie en français, l'escouade de la moralité saisit les copies et arrête les gérants. Ça vous a troublé, ce film-là? Non, pas du tout. Non, votre morale est intacte? Oui. Et la vôtre? C'est intact parfaitement. Ça montre de faire l'amour comme il faut à les imbéciles qui ne savent pas le faire. Et vous trouvez que c'est important, ça? Oui. Faire faire, c'est à moins de divorce. Si les polices n'auraient pas suivi, peut-être que je ne serais pas venu le voir. C'est un peu ça qui nous porte à venir le voir. Écoutez, de nos jours, en 68, il faut penser que la vie a changé, puis il ne faut pas être si scrupuleux. Ce film est toujours en procès pour obscénité quand Gilles Desruisseaux devient censeur. Ça avait une influence sur notre travail comme tel. Chaque jour, on rentrait au bureau, on attendait ce jugement. Et ça a pris 4 ans. Et à partir de ce moment-là, dans les cas de censure qui vont arriver en 68, 69, 70, le bureau de censure avec Guérin va se faire le défenseur des films contre certaines autorités politiques ou certaines autorités religieuses qui vont attaquer certains films pour les raisons qui leur sont propres. Je ne serais pas surpris que dans quelques années, la surveillance du cinéma pour adultes disparaisse. À l'automne 1970, le bureau accorde non sans réticence un visa 18 ans au film Quiet Days in Clichy. Quelques jours plus tard, la crise d'octobre éclate. On reliait tous les problèmes, il fallait faire la guerre, chercher qui était coupable, on ne trouvait pas, alors on s'attaquait au cinéma, à la débauche, sous toutes les formes. Une journée, M. Guérin, en plein visionnement, vient voir les membres. Là, M. Guérin nous raconte un peu qu'il n'avait pas grand choix, que c'était malgré lui. Et là, il nous a parlé de Quiet Days in Clichy et des problèmes qu'il avait avec M. Drapeau. Et c'est à se demander. La crise d'octobre tombe en pleine campagne électorale pour le maire Drapeau, qui ne peut tolérer aucune dissidence. Saisis bien la menace qui pèse actuellement sur le régime. Le maire Drapeau menace Guérin et son bureau de surveillance en brandissant la loi des mesures de guerre. Et là, il nous avait demandé, est-ce que vous êtes prêts à faire de la prison? Il fallut au tribunal jusqu'en 1972 pour blâmer la police d'avoir saisi le film. Mais entre-temps, la crise d'octobre allait donner aux policiers d'autres occasions de sévir. Le réalisateur Roger Cardinal, en tournage au Moyen-Orient avec le journaliste Pierre Nadeau, est admis dans un camp d'entraînement des Fedayines de Yasser Arafat. Parmi eux, Salim et Salam, qui l'abordent avec l'accent québécois. On a souvent cherché les gens, les membres du FLQ, où ils s'entraînaient. Vous allez vous souvenir qu'à l'époque, on disait à Cuba, en Algérie. Ben nous, sans les chercher, on les avait trouvés en Jordanie, dans un camp de Fedayines. Le scoop est énorme. On organise un gros lancement. On était là avec nos petits fromages, notre vin. Pour les journalistes, les photographes et quelques invités de marque, il est arrivé des costauds qui ont enlevé les posters, sont sortis avec les bobines. Le film venait d'être saisi par les autorités. Roger Cardinal se réoriente alors vers les films de sexe, mais les policiers l'attendent encore au détour à la sortie d'après-ski. Monseigneur Lavoie, curé de la paroisse Saint-Roch à Québec, a descendu ce film, le film du mal, le film du péché. Il l'a descendu en chair. Ça a fait augmenter la clientèle. À Québec, ça a été un succès. C'est un succès partout, hein? Monseigneur Lavoie fait saisir le film Après-ski en même temps que Pile ou Face de Roger Fournier. Devant le juge, seul Après-ski écopera d'une amende de 400 $. Depuis quelques années, la province de Québec est devenue en quelque sorte un dépotoir international pour les films pornographiques, ce que nos gens appellent les films cochons. Et là, je trouve que trop, c'est trop.
Roger Cardinal réalise ensuite une comédie de René Angélil et Pierre Labelle, parodie d'un phénomène qui a fait courir les foules à Saint-Bruno en 1968, l'apparition. Ils sont venus de tous les coins du Québec et même de l'extérieur, des gens riches, des gens pauvres. Ils attendent celle qui ce soir doit descendre du ciel. On signale qu'un cultivateur de Gaspésie a vendu son unique vache pour se permettre de venir ici à Montréal assister à ce qui se déroule présentement. C'est alors que le démon inspire à Roger Cardinal l'idée d'une petite vengeance. René et moi, on s'est dit, il nous manque une autorité religieuse là-dedans. Il dit qui? J'ai dit Monseigneur Lavoie à Québec. Il dit, ben voyons donc, il n'acceptera jamais. Ben il a accepté. Et là, il a réalisé à un moment donné, dans la journée de tournage, que j'étais le réalisateur de la presqu'île, ce qu'il n'avait pas fait le lien. Mais il a dit à René, il a l'air d'un bon gars quand même, fait que je vais jouer le jeu. Signe des temps, on peut maintenant faire de l'humour aux dépens de ce clergé qui, il n'y a pas si longtemps encore, tenait les ciseaux de la censure. Ben voilà. Merci, Monseigneur. En 1983, le bureau de surveillance devient la Régie du cinéma. Des quelques 13 000 films soumis chaque année, la Régie en refuse une cinquantaine. La raison? La violence sexuelle. Moi, j'ai reçu une éducation comme tout le monde, peuple à genoux. On nous disait ce qui était péché, ce qui ne l'était pas. C'est depuis ce temps-là, les jeunes aujourd'hui l'ignorent totalement. C'est depuis ce temps-là qu'on voit des films qui ne sont pas cisaillés.